เส้นใหม่หรือที่ป้าไม้ส่งเย่งวอลเนี่ยนวัดชื่อคือเสียเฉยหมดตัวชนจ้ะไปตัวนุ่นนตึงในบ้านของเราไปตัวชี้หายจอเดินจอกีเลี้ยที่เจอเชื่อลุยถาที่จัดไปเจ้าป้อนเนี่ยเจ้าเนี่ยเจle matériel et un accompagnement. Il s'avère qu'à l'époque, Saint-Georges était encore enclavé. Nous dépendions du transport fluvial, puisque longtemps, le transport fluvial a dominé les moyens de transport et de voyager sur notre commune. La route nationale 2 est ouverte depuis 2003, donc il y a à peine 10 ans que cette route est ouverte. Pendant cette période d'activité agricole, c'était à l'époque un conseiller général qui avait mené ce projet, il s'appelait Guy Marcel. Il a accompagné les agriculteurs et les agriculteurs m'ont dit qu'ils ont été confrontés à la commercialisation, l'export de leurs produits. Donc beaucoup d'agrumes pourrissaient. Il n'y a jamais eu d'abattoir sur Saint-Georges-de-l'Oyapock, donc je ne sais pas ce qu'est devenu tous les bovins. Il y a eu également l'élevage de poules, l'élevage de porcs. Vraiment, ça a été un bon cours, une bonne dynamique. C'était sur la route de Somaripa. Quand vous arrivez à Saint-Georges, juste avant la zone d'activité. Donc c'était sur la route de Somaripa, entre 5 et 8 hectares. Il y a ceux qui ont eu de plus grandes superficies sur Gabaré, par exemple, pour l'élevage bovin. Donc, ils ont eu entre 30 et 70 hectares. Vraiment, l'État avait mis le paquet et à ce moment-là, les moyens existaient. Et je pense que dans la même période des années juste avant, on avait accueilli les immigrés du Laos, donc, qui étaient sur Javoué. Il y en a eu ici à Saint-Georges-de-l'Oyapock, mais ils ne sont pas restés. Je me rappelle même que j'étais petite quand ils sont passés, mais ils ne sont pas restés. Ils ont poursuivi sur le littoral, sur Regina, et puis sur Saint-Laurent-du-Maroni, à Javoué, sur Mana. Donc, on a eu ça. Depuis, plus rien. Beaucoup de spéculations, beaucoup de vœux, beaucoup d'idées, mais pas de projet. En tout cas, pour la collectivité, nous avons donc depuis 2011, nous avons, au travers du leader des fonds européens, nous avons pu recruter un technicien agricole. Parce que la volonté, c'était de pouvoir, dans un premier temps, faire un état des lieux de la filière, recenser les porteurs de projets et les porteurs d'idées, de pouvoir faire redémarrer certaines parcelles agricoles qui sont sur la commune. L'État a lancé une action de régularisation, encore une fois, où ils ont régularisé plus d'une trentaine sur Gabaré. Pas d'accès, pas de réseau, les agriculteurs et toujours pas de production sur le marché. Parce que d'abord, ce que nous recherchons la collectivité, c'est de pouvoir être sur le marché communal et de déjà pouvoir éduquer notre population. Parce que le bien manger, le bien vivre, commence déjà par les produits. Et à Saint-Georges, même mettre en place une cantine, ne serait-ce qu'une cantine, on ne peut pas. Parce qu'il faudrait tout faire venir de Cayenne. Donc c'est tout de suite à des prix défiant toute concurrence. Nous avons beaucoup de produits qui ont disparu, qu'on voyait autrefois. Aujourd'hui, vous êtes invités dans des familles, vous n'avez ni entrée, vous avez très peu de notre cuisine traditionnelle. Même la cuisine traditionnelle a disparu parce qu'on n'a plus les produits. On n'a plus les produits et on a beaucoup de problèmes alimentaires dans notre population. Même certains souffrent de pathologies comme du diabète. Pourquoi? Parce que leur alimentation n'est pas équilibrée. Donc il n'y a pas. Les enfants ils voient bien, même dans leur dessin animé, il faut manger 5 fruits, 5 légumes, mais ils ne savent pas la concombre, la tomate, des produits alimentaires de base manquent déjà à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Nous avons quelques produits qui nous viennent du Brésil, mais il faut savoir que l'Amapa, cette partie du Brésil, il y a très peu d'agriculture. Donc, ils sont eux-mêmes demandeurs. Il y avait un agriculteur qui faisait la salade, par exemple, il vendait au Yapock, commercialisait au Yapock. Parce que Yapock est très dépendant de Macapa. Donc, le trajet, tout, quand ça arrive là, ça a des prix défiant toute concurrence. Donc, c'est pour ça que nous, au travers du PLU, nous avons voulu disposer
de zones agricoles. Il y a la zone agricole le long de la route de Somaripa, donc qui représente, je pense, une trentaine de parcelles en plus de la zone de l'épage. Hein. Donc il y a à peu près, je dirais, je pense que la zone de Somaripa est à peu près 500 ans. En fait, il y a à peu près 150 hectares le long de la route. Non, ça oui, ça Et puis derrière cette zone-là, il y a à peu près effectivement 300 hectares. Pourquoi vous dites 150 hectares le long de la route? Ça, ce sont des parcelles déjà existantes. Si on les cumule, si on additionne effectivement les 10 hectares, il y a à peu près de 20 à 25 parcelles. Ça fait 20-25 exploitations, environ 10 hectares, ça fait 250 hectares. Donc il y a cette volonté du conseil municipal de pouvoir faire ce genre de l'Oyapock des agriculteurs professionnels. Pour nombreux objectifs, nous voulons aussi insérer notre jeunesse, nous voulons aussi former notre jeunesse. Nous avons à Regina la maison familiale rurale qui forme les jeunes à ce métier de l'agriculture. Mais quand ils sortent de là, ils n'ont même pas une parcelle déjà pour travailler, donc pour reproduire ce qu'ils ont appris. Et ils n'en ont plus, encore moins de propositions d'emploi. Pourquoi? Parce que c'est une activité qui sommeille. C'est vrai, dans la production du poids qui est la base alimentaire des communautés de Guyane, on en trouve. Mais ils travaillent en famille. Ils font ce qu'on appelle le maïouri, ça veut dire que toute la famille se réunit pour planter, pour récolter, un peu comme chez vous. L'organisation, elle est familiale. Donc, pour ceux qui ont été, qui se sont fait piquer plusieurs fois par des fourmis ou par des moustiques, bon, ça va une fois, deux fois, et puis avec l'adolescence et puis avec le monde qui a changé, ils y vont moins. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas leur intérêt. Ils n'ont pas encore compris que c'est une activité économique. C'est un métier. Donc, c'est de pouvoir améliorer ça. Et puis, c'est de pouvoir aussi avoir sur notre commune une véritable activité agricole. Tant dans l'élevage que dans le fruitier, dans le maraîchage, dans ce que le porteur de projet a envie de faire sur notre commune. Donc, je vous ai réitéré notre proposition de pouvoir vous accueillir sur Saint-Georges de l'Oyapock. Nous avons donc accepté que des agriculteurs de Regina participent à la mission qu'a montée M. Glaser au Brésil, parce qu'il faut aussi aller, il faut se rendre compte, il faut toucher la réalité, comparer, et puis trouver aussi les moyens, parce que vous savez qu'en Guyane, on a la charte de l'Union européenne, donc tout de suite après, on parle de normes, on parle sur les productions, c'est même la partie phytosanitaire également. Il y a des produits que le Brésil utilise, que la France n'en veut pas, que l'Europe n'en veut pas. Donc ça a été aussi important d'accepter que des agriculteurs de Regina participent pour qu'eux aussi ils puissent voir, ils puissent s'évaluer et aussi créer des partenariats. Nous disions que nous ne voulons pas être concurrents avec le Brésil, nous voulons être complémentaires parce qu'il y a des demandes chez eux et nous avons aussi besoin de nous démarquer, de dire que oui, que chez nous, que oui, que chez nous, il y a une activité réelle et puis il faut aussi que dans les activités économiques, que ça soit diversifié. Et pour nous, un pays n'a pas d'avenir si ce pays ne se nourrit pas seul. Donc voilà ce que je voulais vous dire en guise de bienvenue et puis de vous dire que je suis à votre écoute ce matin. Et j'ai souhaité que vous puissiez aujourd'hui, en tout cas, formaliser votre demande. Ça veut dire que ça devait être par écrit. Parce que nous nous sommes vus, nous nous sommes revus. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture est à notre écoute, puisqu'ils étaient là pas plus tard que vendredi pour inaugurer l'unité de production de couac, de farine de manioc. Donc, ils m'ont encore redit leur volonté de pouvoir accompagner la collectivité. Donc, maintenant, à nous de pouvoir formaliser les choses et de pouvoir passer des paroles aux actes. Voilà. Donc je vous écoute. Voilà, oui. Tout d'abord, je vais vous présenter, vous avez parmi nous aujourd'hui deux agriculteurs qui viennent de Nîmes. Ce sont des vrais agriculteurs, des professionnels. Parce que, oui, parce qu'ils produisent beaucoup. Ils produisent là-bas normalement des courgettes, surtout je crois qu'ils sont spécialisés dans les courgettes. Vous avez monsieur Lee et voilà monsieur Chion.
Voilà, ils viennent ici spécialement pour ces réunions, parce qu'ils ont entendu parler du projet agricole de Saint-Georges, et ils se sont intéressés. Et ces deux messieurs représentent la famille Li et la famille Xiong. Et il y a également deux autres familles, les familles Lo et les familles Tron, qui vont venir. Et aujourd'hui, c'est pour ça que voilà, monsieur Xiong, il a filmé parce qu'il souhaite quand même amener quelques surtout, voilà, quelques images, ce que surtout pour vos paroles, ça va compter beaucoup pour eux. Très bien. Parce qu'en vous écoutant, bon, ils auront préfet qui vous ont entendu voilà, qu'il y a des paroles comme ça. Des paroles données. Voilà. Et voilà, avant tout, on a parlé un peu et les agriculteurs, on se sont rencontrés, on s'est dit, le projet nous intéresse beaucoup, c'est vrai. On souhaite venir s'installer ici le plus tôt possible, le plus rapidement. Il y a un petit souci, c'est que comme je pense que le PAD a déjà voté, qu'on n'a pas je veux dire, le droit de faire les petites maisons ensemble. Et pour ça, pour la sécurité de tous, nous souhaitons, si possible, avec votre autorisation, de faire construire des maisons dans une seule parcelle pour la sécurité. Parce qu'on sait qu'ici, on est quand même un peu éloigné de la ville. Une fois qu'on part au marché, il y aura des maisons où il n'y a plus que le père et la mère parce que les enfants se trouvent à payer pour l'école. Et en quittant la maison, on reste tout. Ici, comme nous sommes à côté du Brésil, il y a plein de Brésil. Pour ça, voilà, c'est un des souhaits que nous demandons à vous. Voici, c'est réalisable. Voilà. C'est un des premiers souhaits. Mais ce serait une parcelle de quelle superficie? Normalement, ici, ils sont une vingtaine de familles à Lille, prêts à descendre. Voilà. Normalement, pour moi, c'est une vingtaine de familles. Et ici, à Cayenne, nous sommes, je vois, à peu près quand même une dizaine de personnes qui souhaitent venir à Saint-Georges. Ces agriculteurs font partie des jeunes agriculteurs où ils n'ont pas encore de terrain. Voilà, et ils souhaitent venir. Voilà, Mais pour d'abord déjà créer la zone de vie, parce que c'est ce que j'ai bien compris, vous avez besoin d'une zone de vie pas loin du bourg pour pouvoir vous installer et qu'après, de pouvoir avoir les terres agricoles. Voilà. C'est bien ce que vous avez dit. Donc c'est cette zone de vie-là que je demande de quelle superficie elle doit être. Bon, il faut à peu près, je crois, pour un agriculteur, comme on a des engins agricoles, il faut au moins 2000 m², minimum de 2000 m². Alors c'est vrai qu'il faut créer une zone de vie, mais on aurait souhaité que cette zone de vie, elle s'intègre plus ou moins dans la zone de travail même. C'est-à-dire qu'en fait, le souhait de l'ensemble, ce serait d'avoir leur habitation insérée, je dirais, au milieu de leur terrain d'habitation. C'est un peu ce qu'on voit à Inéry. Un petit peu, voilà. Qu'est-ce qui changerait, parce que vous dites un petit peu? Parce que moi, quand je vais visiter Inéry, je vois, il y a des parcelles agricoles, il y a des personnes qui sont le long des routes, oui. Mais leur parcelle agricole n'est peut-être pas juste derrière leur parcelle, c'est peut-être déplacé. Voilà, mais il y a une zone de vie où les agriculteurs sont ensemble. Effectivement, ça ressemblerait exactement à ce que vous avez fait à Inéry. Effectivement, on aurait souhaité une zone de vie la plus proche possible des zones d'exploitation. Donc, comme a dit Chaud, c'est pour d'une part pallier à ce problème de sécurité et d'insécurité, c'est-à-dire les agriculteurs les agriculteurs, de toute façon, on aime beaucoup les agriculteurs, quand ils produisent, à un moment, ils sont obligés d'aller les vendre. Quand ils vendent, c'est-à-dire qu'ils s'absentent de chez eux. Et si on a des logements ou des habitations éparses, ce qui risque d'arriver, c'est que quand l'habitant n'est pas là, qu'il soit visité au moment de la le souci, on a évoqué ça entre nous hier et même fois déjà auparavant, c'est que le souci quand on a une communauté agricole qui vit au sein d'un village, alors c'est quelque chose qui peut se faire, mais c'est qu'il faut aussi bien comprendre que la communauté agricole et la communauté non agricole doivent cohabiter dans le sens où
agriculteurs, en général, vont et viennent avec des engins qui font du bruit, ils se lèvent tôt, ils ont une activité d'agriculteur. Donc il faut pouvoir mettre en symbiose tout ce monde-là. Donc l'idéal pour nous, je le répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est effectivement de créer une zone de bây giờ vie有qui một soit từ la ăn plus cái proche cơm đau possible nhưng mà biết cho chỉ tao tế vừa chủ yếu cho là trò sẽ được suy xét sửa thế chỉ muốn được nhiệt cho thì chỉ muốn trình nhận được cái khả năng. D'accord. Maintenant, à savoir la superficie qui serait nécessaire à chacun, bon, moi-même je ne pourrais pas l'estimer comme ça, mais je pense qu'un minimum de 2000 m², c'est un minimum. Il faut une maison et un garage, un grand hangar, enfin, un hangar d'une vingtaine ou trentaine de mètres. Donc je pense qu'une superficie de 2000 m² est un minimum. Donc là, multiplié par le nombre de familles potentiellement intéressées par le projet, si on estime qu'il y a une trentaine de familles intéressées, on peut estimer à une quinzaine de familles qui vont certainement venir. 15 fois 2, ça nous fait 3 hectares au minimum. Donc si on prévoit qu'il y a des nouveaux arrivants et qu'ils ne seront pas intéressés à s'installer loin, parce qu'en fait, alors je parle des monts parce que là ce sont les monts qui sont les intéressés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les monts sont des gens qui n'aiment pas vivre isolément. Ce sont des gens qui sont assez craintifs la plupart du temps et qui veulent vivre plus en groupe parce que la vie en groupe leur apporte une certaine sécurité. C'est leur culture. Et on se disait entre nous hier que la condition, j'allais dire la condition sine qua non pour que ces gens-là puissent venir s'installer, ce serait effectivement de leur créer une zone de vie dans laquelle ils puissent, une zone de vie qu'on puisse insérer dans la zone d'exploitation et que cette zone de vie, en même temps, puisse être extensible. Voilà, tout à fait. Nous, ce qu'on voudrait, c'est commencer. D'accord. Nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir passer vraiment des paroles aux actes. Et pour passer des paroles aux actes, c'est une procédure administrative. Nous, c'est ça. Aujourd'hui, le PLU est validé. Oui. Donc, pour nous, il faut mettre en œuvre le PLU. Donc, c'est de pouvoir formuler votre demande, c'est de pouvoir aller avec vous visiter les différentes zones, de voir les avantages et les inconvénients, d'en parler suffisamment en amont, d'associer autour de table la chambre d'agriculture, d'associer la DAF, donc l'État, pour vraiment démontrer la volonté politique et la volonté de la commune de Saint-Georges qui est de développer réellement. Donc pour moi c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contraintes, en tout cas. Autrefois, on ne connaissait pas les zones, le PLU était en cours, etc. Aujourd'hui, ça c'est derrière nous. Il faut mettre en œuvre le PLU. Voilà. Ben, écoutez, nous, si on est venu aussi souvent vous voir, c'est parce qu'on est intéressé. C'est peut-être moi la 10e fois que vous me voyez, j'imagine. Hein. C'est ça, c'est bien pour ça que j'en parle. Peut-être que vous vous dites, on se voit très souvent, ça fait très longtemps qu'on se voit, ça fait un nombre de fois qu'on se voit et finalement on n'a plus rien. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment on est intéressé. Si on est revenu 10 fois, c'est parce que finalement on a quand même un intérêt certain. Il y a simplement des petits points de détail sur lesquels on n'arrive pas tout à fait à être d'accord et sur lesquels on est un petit peu qui nous freinent. Et notamment ce point que je viens de développer avec vous, c'est la seule, c'est quasiment la seule. Vous parlez de l'habitation sur les parcelles? Alors, l'habitation, peut-être pas forcément uniquement sur les parcelles, mais il faut au moins que cette zone de vie soit la plus proche possible pour pas qu'il y ait non plus des grands allées et venues. Si, admettons, je sais que la zone d'exploitation que Saint-Georges souhaite mettre à disposition des agriculteurs est au moins à 8 ou 10 km en avant. Du bois, tout à fait. Voilà. Si on imagine des fermes qui sont installées à l'entrée du village, ça veut dire que les gens vont devoir faire 8 ou 10 km en tracteur pour arriver à leur terrain.
Et bon, si on pouvait leur épargner ce tracas en mettant en place une zone de vie beaucoup plus proche des zones d'exploitation, ce serait beaucoup plus préférable. Alors ceci dit, effectivement, on va tomber dans le cas, ça j'en parle parce qu'elle m'a dit, hein, on va tomber dans le fait qu'il va y avoir une espèce de village qui va être fait. Et j'ai pu entendre dire que c'était peut-être pas le souhait de la communauté. Alors là, il y a une fois, j'avais rencontré les porteurs de projet. Je leur avais dit que je ne souhaitais pas voir sur Saint-Georges ce que j'ai vu à Inéry, à Jaroué. Mais comme vous venez de le dire, j'ai quand même aussi compris le mode de fonctionnement. Ça veut dire que les agriculteurs membres ne fonctionnent que comme ça. Ils ne fonctionnent que en maïouri, comme on dit chez nous. C'est être ensemble. Être ensemble pour il y a la coopérative qui est souvent pas loin, il y a l'entraide qui est aussi importante dans le métier. Donc je l'ai aussi compris. Donc c'est pour ça que je voulais juste une précision sur le lieu d'habitation. Est-ce que le lieu d'habitation aurait été hors de la zone agricole? L'information que vous l'avez apportée, c'est de dire que la zone de vie doit être dans tout proche. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, j'ai pu aussi évoluer en visite à d'autres agriculteurs. J'ai des amis sur Inéry. Donc je les ai rendus visite. J'ai aussi discuté avec mes collègues. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est de démarrer. Voilà. C'est de démarrer. Quand même beaucoup de projets que... Donc moi, parce que ce sont des procédures administratives qui sont longues. Oui. Donc c'est pour ça que je dis, donc pour moi, la première action à faire, c'est que vous puissiez écrire à la collectivité et nous faire votre demande de parcelle, de temps de superficie pour telle activité. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que nous, on inscrit votre demande. Et si vous êtes 5, si vous êtes 10, c'est encore mieux parce qu'à ce moment-là, on organise le tour de table avec les partenaires institutionnels et nous avons l'échange et nous avons aussi l'accompagnement parce que vous savez par exemple le prochain programme va démarrer en 2014, 2014-2020. On a besoin de savoir très en amont les besoins des territoires en matière de FERDR parce que c'est un dispositif qui va très vite sur le PO, le programme opérationnel. Donc les partenaires institutionnels, ils ont besoin de savoir dès maintenant. Parce que normalement, nous sommes censés l'avoir rédigé avec eux. Donc, il faut qu'ils disent, pour Saint-Georges, 7 ans. Et on les bloque. Parce que derrière, ils vous ont rencontré, ils ont vu votre motivation, etc. Parce que c'est une filière qui est accompagnée, hein, où on a vraiment une dynamique pour pouvoir créer cela. D'accord. Voilà. C'est un peu engagé. Oui, c'est alors, dans la DFP, chopé, quoi, là, họ thì nhiều cái chỉ lưu rõ là như hai thế mà chỉ rõ mà họ mà là cũng chỉ chữ thiết họ là support thì để sẽ cái nhận trả xứ thì mình cũng chỉ hai đó được cái chữ đó họ mình kiểu sao thì mình chỉ chữ cái như nhận là cái do họ bao gồm chỉ để cái hoặc là cái này là thì mình cũng bỏ và thì mình chỉ cho mình tương lai trong những lúc mà chúng ta cả cái quả cái mô hình gì đấy là mình cũng chỉ bỏ ba hay cả giờ mình chỉ quay đây biết cũng chỉ lọt thế nàyก็จะล้วนเนาะเปรูรอเปหลอดย่อเนาะเปสาวก่อรงก็ผู้จอเปมุงรู้รอเนาะเปที่เราเราให้สอนรู้รอมันดิเจียอยู่เราดาวดีแล้วปอที่รอมุงย่อเราเปสาวก่อรงก็ก่อมกาโมเกก่อรงก็โตเลยเนี่ยเปจิสาวก่อเกณฑ์หนึ่งเปอยู่กับรู้รอนเลยย้อนในเดมูกับเสาเกียนนอนแล้วนี่ไปที่เตาถ่านจะรู้รอนเลยนอนอย่าไปอยู่รอเทียนนอนเทียจูรู้ไปหลอนตัวนี้ที่เจ้าวนอจะไปหลอนจีรู้ได้รอนแล้วก็รงตัวรู้เส้นรอนไปจีหลอกว่าเกียนหนึ่งตัวรู้รอเส้นรอนไปอยู่รออีกจานหนึ่งย่าเทียหูโอเลยไปสั่งไปที่สาเรารู้รอนเลยนอนย่อกับไปตัวรู้ให้นอนซึ่งOui, alors mon oncle souligne ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, leur souhait, c'est de créer une zone d'habitation
proche des zones de culture, mais il souligne aussi le fait que ce sera une zone d'habitation Fonctionnel, oui, fonctionnelle, avec les réseaux. propre, qui répondent aux normes. Non, mais c'est pour ça que je parlais des partenaires, parce que eux-mêmes, ils sont mieux encore informés que la collectivité sur la définition de la parcelle agricole et des réseaux. Et c'est bien pour ça que je parlais qu'on puisse très vite évaluer les besoins pour que l'accompagnement puisse être fait. Parce que en matière de réseau, donc l'eau, l'électricité et l'assainissement sont les trois réseaux de base qu'il faut pour que le projet voit le jour. Parce qu'on sait très bien qu'à 8 km, on ne va pas vous mettre à 8 km sans eau, sans électricité et sans assainissement. Donc c'est bien pour ça que je dis qu'il nous faut la demande écrite, qu'on puisse interpeller les partenaires, organiser le tour de table et qu'on puisse nous dire voilà, on commence à travailler demain et que les choses, dans 1 an, dans 2 ans, on va pouvoir lancer un grand coup de pied. Pourquoi? Parce que le prochain PO, le programme opérationnel des fonds européens, va être mis en œuvre en 2014. 네, 그냥 적당히 얘기하거든 하지만 이제 자포를 주도비 위형 예 얼른 thì sẽ về của trường này sau về của trường trọng nhớ rồi bé cho nhớ ăn lo mà bé cho nó cho lù nằm rồi sẽ được bé yêu chủ mua cho nâng cả seri yêu thì thiệt cho nó lòi cả lẩu nó ao thì thiệt cụ cho cá một sao bé mà sao là cái bé xăm bé tua trâu nhiều mà gạt tua. Donc à son retour, ils vont déclencher une rencontre entre eux. Il y a déjà une vingtaine de noms de personnes qui sont intéressées pour venir s'installer ici en Guyane, et notamment à Saint-Georges, sur le projet de Saint-Georges. Donc rapidement, on va vous transmettre une liste de personnes intéressées. Alors là, si on transmet une liste de personnes, comme a dit mon oncle, il a bien souligné, il va vraiment sélectionner aussi des gens qui sont intéressés, parce que parmi la liste, il va y avoir des gens qui sont plus ou moins sérieux, plus ou moins intéressés. Et il va vraiment nous transmettre une liste de gens, intéressés pour venir par la liste. Rapidement. Très bien. Alors, c'est depuis la métropole, c'est de nous adresser le courrier de demande depuis la métropole. Tous ceux qui sont intéressés. Ouais, d'accord. Un simple courrier de demande. Un simple courrier demande de foncier pour développer une activité agricole. Dans ce courrier, est-ce qu'il précise le type d'activité qu'ils veulent faire? Est-ce qu'ils doivent décrire un petit peu leur projet? Voilà. Et qu'il y ait une personne relais sur la Guyane pour qu'on puisse organiser ce tour de table avec les institutionnels. Là, vous avez une personne de show? D'accord. Très bien. Excusez-moi, est-ce qu'il y aura des aides de la mairie pour la construction des bâtiments? Alors c'est bien ce que j'ai parlé du programme opérationnel, parce que c'est en allant discuter avec les institutionnels qu'on saura quels sont les moyens qu'on va mettre en œuvre pour votre installation. Voilà. Parce que le développement économique a été délégué à la communauté des communes de l'Est guyanais et également à la région Guyane, dont je suis moi-même 4e vice-présidente. Donc c'est bien pour ça que je vous rappelle que le tour de table est important. Donc dans l'accompagnement, parce qu'on voit bien et c'est un lobbying fort, parce que vous savez que toutes les communes, toutes les maires ont de l'ambition, les communes et les agriculteurs qui sont installés de part et d'autre dans la Guyane, tout le monde se bat pour que son projet se réalise. C'est ça que je vous ai dit. Plus vite on connaîtra votre projet, on connaîtra vos besoins, on va pouvoir organiser le tour de table. Cho chậu cái ta là gọi là bộ môn nhân được nhiều tụ projet nó cái yêu cầu hay lên. Le programme opérationnel. C'est dans ce programme opérationnel qu'on définit les axes et on définit les enveloppes. Le mot minimum Et pour ce qui est de l'agriculture, c'est le fait. Non, cho chỉ trong chiến đồng là mot minimum bây giờ. Gì họ tiền rồi là chỗ bên nhau sư là mot minimum bây giờ tiểu mot ai ta phải chia ta. Chính xác. Người ta là lúc mà programme của các bạn để biết được cái chuyện này. Là cho
contraintes opérationnelles, comme assez de loi, c'est le goal. Il y avait une maladie, moi, le programme était assez de loi, c'est le goal. Ça n'a pas été, c'est une même. Cái bây giờ projet militaire bây giờ chúng ta bây giờ vào chế về nhau bây giờ chế về trong cả nhân dân ban của đi chợ bây giờ chúng ta kết luận thế thì gọi cho nó chứ rồi là cho nó thẳng là thế thì để mua nhẹ nào thì mới tự nhiên đồ kể cho không được đợi hay cho cái ba là cái bây giờ sắm mua cho là trồng cho là ô còn lên sáu xe,แต่chỉ là giờ bây tụi nó là lấy bao thì giờ ba tàu đi chợ thì là nhà tàu hay một nó xí nữa. Dạ mà còn mình. Thì cho cái ban mà để. Tại giờ thì chỉ mua cái ba kia đi là bây tàu xe lò lại bây giờ chủ là nhà tàu nhẹ màวันนึงngủ. Bây giờเราเลยbây giờ mua cho cái ba đi chợ là còn là giờ lấy giờ cho những cái ba bây xí bây chỉ mua tới mình thì lấy chỉ ba bây tàu xe rồi. Alors, je vais expliquer un petit peu le programme opérationnel en quoi il consistait. Ils sont très contents, effectivement, s'il y a une aide, ce sera encore un peu mieux. Mais tous ces gens qui sont inscrits, qui ont donné un petit peu leur route, sont des gens qui sont pour la plupart d'entre eux prêts à venir s'investir, même éventuellement s'il n'y avait pas d'aide, seulement si la commune répondait à toutes leurs exigences, c'est un très grand mot. Mais on demande. Voilà, on demande, ça va suffire. Très bien. Parce que comme je vous disais, ce qui est important, c'est de pouvoir apporter les réseaux. Et ça, c'est pas l'aide de c'est pas la collectivité, mais c'est l'État. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler d'agriculture, c'est pas de réseau. Très bien. Oui, et j'ai une autre question. Oui. Bon, pour les terrains à donner, les premiers terrains, on fait comment? Vous limitez les terrains ou c'est en fonction de la demande du projet? C'est en fonction de votre demande. C'est en fonction de votre demande. Voilà, c'est en fonction de votre demande. Et comme, rappelez-moi votre nom. Moi, c'est Jean-Dominique. Jean-Dominique? Oui. Donc il disait que la volonté c'est de rester ensemble, donc c'est de pouvoir après voir combien vous êtes au départ et d'être dans une zone évolutive et de pouvoir démarrer. Donc tout dépend du nombre de familles qui sera là et la superficie. En tout cas la plus grande parcelle aujourd'hui c'est celle sur la route la RN2, la plus grande parcelle. Donc c'est sur la route de RN2. Normalement c'est si on enlève la partie qu'on a trouvée à combien? Il en reste combien? Il y a installé 30 familles, 45. Voilà, mais bon, il y a aussi des autres porteurs de projets, parce qu'il y a ceux qui veulent aussi de l'élevage. Donc c'est encore notre délimitation, puisque je crois que c'est à l'hectare par bovin. Donc ça, c'est encore autre chose. En fait, nous avons autour de 6 000 hectares de zone agricole. Combien? Voilà, 6 000 hectares de zone 6 000 agricole. hectares. D'accord. Et aussi, M. Lee souhaite savoir que s'il y a d'autres familles, ces familles font peut-être partie des retraités ou d'autres projets qui viennent ici et qu'ils n'ont pas un projet, un grand projet, mais seulement de venir s'installer ici à Guyane, mais c'est au milieu des monts aussi, comme on ne veut pas trop s'éloigner, ou des problèmes personnels, des aides, ce genre de choses. Et ils ont le droit de demander 1 ou 2 hectares pour s'installer avec eux. Alors, je me suis renseignée auprès de la Chambre d'agriculture. Pour être agriculteur, il n'y a pas d'obligation il n'y a pas de superficie, puisque du moment que la personne son activité première, c'est l'agriculture. Pour tous ceux qui sont fonctionnaires, on a fixé une base, c'est 2 hectares. Pour tous ceux qui ont déjà un travail et qui font en plus l'agriculture. On les appelle les pluriactifs. Pour ceux-là, c'est 2 hectares. Voilà, les pluriactifs. Après, pour tous ceux qui sont agriculteurs, ils font leur demande de parcelle. Ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 10, ça peut être 20, ça peut être 30. En fonction du secteur. L'élevage, maraîchage, du fruitier, etc. Avant d'être maire, je faisais le travail de M. Glanzer. Donc j'ai moi-même aussi appris et un peu connais la réglementation et puis les procédures administratives.
thì cho yêu chia này yêu nó này minimum là yêu mua bịch cho họ bé mua cho là chỉ sai yêu chia yêu chủ thế. Oui, et pour les projets sur l'élevage, normalement c'est en fonction de ce qu'ils demandent, c'est que à ma connaissance c'est un hectare par tête. Oui, un hectare par bovin. Voilà, alors ça dépend combien de bêtes ils veulent prendre normalement. Donc voilà, donc comme disait M. Glaser, on a une grande superficie agricole. Donc maintenant, c'est de pouvoir les définir par secteur. D'accord. Bon, il y a des projets là, d'accord. Aujourd'hui, nous avons un éleveur, il est sur 350 hectares. 350. C'est monsieur Gilles Rognard. Ouais. Et l'agriculture n'est pas son premier métier. Et c'est pour ça que nous voulons l'accompagner, parce qu'il nous faut trouver aussi de la viande sur notre commune. Aujourd'hui, lorsqu'il abat un animal, la carcasse reste sur Cayenne. Donc, sur Saint-Georges, lorsqu'on dit est-ce qu'il y a un agriculteur, pour beaucoup, il y en a un éleveur, et pour beaucoup, il n'y en a pas, parce qu'on ne revoit pas la vente du produit sur notre commune. Là, pour l'instant, il n'y a pas d'abattoir en Est guyanais. Voilà. Il est vrai que si l'élevage se développe dans l'Est, Saint-Georges, Regina, Cacao, peut-être à terme, un jour, il y aura un abattoir. Mais il y a un seul abattoir en Guyane. Il y a un seul abattoir. Et là, actuellement, il y en a un deuxième qui est construit, donc à Mana. Donc voilà. Parce que Mana est depuis plus de 30 ans. De Khalu, j'ai un peu de Pesanya, quand j'ai étudié, cái gì sĩ tao rồi sao cái nhiệm vụ này, bé sai thì thà nó bé muốn bé sai bé mà mua cái rồi lại bắt đầu, cái giờ tao học nó bé tao sai luôn rồi. Donc j'imagine qu'il y a eu des agriculteurs qui sont installés. Où sont partis tous ces gens-là? Ils sont fonctionnaires. Ah, d'accord. Mais oui, ils sont fonctionnaires. Et vous savez, on grandit là-dedans. À un moment, il y a un projet qui arrive, on s'intéresse, mais ce n'est pas son métier. Donc pour beaucoup, ils sont fonctionnaires. Ils sont devenus fonctionnaires entre-temps et les parcelles agricoles ont été abandonnées. Nous avons donc, il y a eu 2 actions successives qui ont été menées par le précédent maire et par moi-même. La précédente mandature avait dissous l'association, puisque c'était porté par une association, et avait demandé à tous les occupants de commencer la procédure administrative pour devenir propriétaires des parcelles s'ils souhaitaient garder. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être un qui a un bail amphithéotique de l'époque, et deux ou trois autres qui sont en cours, qui sont en cours de régularisation. Pour le reste, eh ben, ça végète. Nous, l'action que j'ai menée, donc j'avais demandé à M. Glaser de pouvoir recenser les personnes, connaître leurs besoins, mais tant qu'il n'y a pas de porteur de projet, ils ne bougent pas. Parce qu'à Saint-Jean, vous irez là, vous dites, ah mais c'est un monsieur tel, là-bas vous irez, c'est un monsieur tel. Moi, je souhaite vraiment pouvoir passer à autre chose. Je ne souhaite plus spéculer, je ne souhaite plus rester dans la spectative, parce que nous avons 100 jeunes qui quittent le collège Constant-Clore tous les ans. Nous avons plus de 400 dans une institution d'insertion. Donc on en fait quoi de cette jeunesse? Eh bien, on les retrouve à Saint-Georges à s'amuser, à rentrer dans des comportements négatifs. Donc moi j'explique à la population que ces parcelles-là doivent être mises en valeur, puisque nous disons que ce sont des zones agricoles qui doivent évoluer, qui doivent prendre de la valeur et où on doit retrouver des produits au marché. Pas de la spéculation, pas de dire on l'est comme on l'est pas. Mon mari, il est agriculteur, il est plus dans le fruitier. Moi, je vois son travail au quotidien, je vois comment en 3 ans, il a pu mécaniser son travail. Donc, je me dis, il y a des moyens si on le veut. Mais en tout cas, je leur ai bien dit que je ne souhaite plus rester dans cette expectative où on est fonctionnaire, on a 10 là, on a 30 là-bas, on ne fait rien. Oui, mais surtout qu'ils bloquent, alors les personnes ne peuvent pas. Les Guyanais, et je pense que ça fait un petit peu partout, ont une attache avec le foncier. Moi, je leur dis, vous prenez ce que vous avez besoin, mais le reste, libérez. Parce qu'il faut trouver le compromis. Donc, j'ai dit, vous prenez ce que vous avez besoin, mais le reste, il faut que je puisse installer. Le petit jeune là qui est à Regina, qui suit sa formation dans cette branche,
doit pouvoir retrouver un hectare, 2 hectares pour commencer quelque chose. Je ne peux pas dire oui, mais là, ça me c'est tel, là, ça madame est tel. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Oui, parce que j'étais venu, je me dis, mais ici, il y a tant d'agriculteurs qui ont été installés, même après 50-10 ans. Ça fait 10 ans que la route est ouverte. 84 à 2003, donc ça fait peut-être une quinzaine d'années. Et depuis 10 ans, ces gens-là, se sont peut-être remis à produire. Non, ce sont plutôt des agriculteurs, l'agriculture familiale. Voilà, de subsistance, et puis après on vend le surplus. Mais bon, ils ne le vendent même pas dans un intérêt économique. C'est bradé. Parce que ça vient petit à petit. Donc c'est pour ça qu'on voudrait installer des agriculteurs professionnels et qu'ils puissent aussi s'inspirer et se dire, et puis que leurs enfants puissent dire, ah ben oui, mais c'est valorisant, c'est un métier. C'est un métier. On gagne sa vie dans l'agriculture. Ouais. Oui, j'ai une autre question. Disons, dans la zone qui est destinée pour l'agricole, pour l'agriculture, comme nous allons devoir nous installer dedans, est-ce qu'on peut prendre une zone précise pour les agriculteurs? Est-ce qu'on peut prendre une zone précise pour choisir là où on devrait installer les... Mais je pense que vous êtes plus à même de savoir le lieu qui serait le plus intéressant pour que vous puissiez vous installer. Oui. C'est bien pour ça que c'est de vous montrer ce qui est agricole sur la commune et que vous puissiez dire, ben voilà, on aimerait se mettre là. Voilà, c'est possible. Bien sûr, parce que Merci. la zone agricole existe. Ça nous Et vous faites partie des premiers arrivés, donc on dit premier arrivé, premier servi. C'est pour ça que je vous demande de formaliser votre demande et que vous puissiez... donc aujourd'hui, pardon? Que l'on passe à l'étape suivante. Voilà, donc avec M. Blazer, je vois qu'il a le plan ici. Allez vous asseoir, voir les différentes propositions, les différentes parcelles. Et quand vous nous adressez votre courrier, il y a déjà ces précisions-là. D'accord. Sur telle zone. Je transmets la demande globale et j'invite tous les partenaires à s'asseoir avec vous et à nous dire comment on fait les choses. Et il faut qu'on aille aussi de façon évolutive. Si c'est 5 qui veulent venir, si c'est 10, mais qu'on commence. C'est ça le plus important. D'accord. Et on va pas réussir à bien faire du premier coup. On va s'améliorer d'année en année. Moi, j'aimerais bien voir une même chose à Cayenne. J'aimerais bien pouvoir discuter avec des Antillais, avec des métropolitains sur les questions qui vous intéressent. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'agriculteur. On est là. Des professionnels, je dis. Il y a des agriculteurs familiales. Et on est là, comme des choses. C'est vrai qu'en discutant, la communauté a beaucoup d'espoir, a mis beaucoup d'espoir sur le projet de Saint-Jean. Et ils ont aussi beaucoup d'ambition et beaucoup de rêves et beaucoup d'images dans leur tête. Alors là, on fonctionne comme ça. Parce que moi, je suis une personne ambitieuse. Et je fais aussi la vision créatrice, où je me vois, où je veux porter une nouvelle culture sur ma commune. C'est ça, c'est ce que je veux. Une nouvelle culture, parce qu'aujourd'hui, on a la route. Aujourd'hui, on est dans le monde des possibles. Et de dire à ma jeunesse, oui, il y a de l'avenir, oui, il y a des activités, oui, vous allez travailler, oui, on va bâtir une société. Parce qu'on a encore la chance à Saint-Georges-de-Briapoc où on a une qualité de vie qui est agréable. Il y a une chose que j'aime, c'est le silence, la tranquillité. Ça, voilà, à Saint-Georges-de-Briapoc. On a aussi la convivialité. On arrive, on dit bonjour, on s'installe. Il y a aussi de la place. Il y a beaucoup de secteurs qui manquent. On parlait par exemple du charbon. Aujourd'hui, combien alors qu'on a un dispositif qui s'appelle le leader, où on a prévu un financement pour le charbon. On achète toujours 10 € le sac de charbon de 2,5 kg à Carrefour, qui vient à Guyane. Et chez nous, on a les principales scieries sont basées à l'est guyanais. Donc, toute la zone qui est prévue à l'agriculture, le bois d'œuvre a déjà été prévu. Donc, pour ce qui reste, oui, on peut charbon. Et on fait plein de choses avec. Nous avons aussi une unité de biogaz qui va s'installer. Donc, dans ce que vous avez enlevé, ils vont aussi récupérer.
Donc vous voyez, c'est toute une chaîne. Chacun apporte le maillot son combinaison et donner de l'emploi en tout cas à cette jeunesse pour participer au développement et à l'essor de la Guyane. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens rigolent de nous, ils nous disent le pour à quoi ça va servir. Donc, si on n'a pas tout ça, c'est pas encore bien. Mais je pense qu'on va tous travailler ensemble. Alors, je pense vraiment qu'on va tous travailler ensemble. Et quand je dis ça, je le dis comment dire, à la place de mon oncle et des deux oncles qui viennent de métropole notamment. Parce que je les ai entendus tout à l'heure quand ils étaient sur le bord de l'eau et discutaient. Et ils projetaient déjà des images, ils disaient quand on sera là, on va faire avec la communauté, on va en mettre un grand marché, on va développer tout ça. Il y a des choses à faire. Il y a de la place. Voilà. Il y a de la place. Nous avons des Antillais, donc Martinique, Guadeloupe, qui viennent nous voir, parce que comme vous savez que leurs terres sont polluées, et ils voudraient s'installer vers Wanari. Pourquoi? Parce que Wanari est à l'embouchure du fleuve. Et ils savent que c'est une terre qui est très riche en aliments, pour la production agricole. Donc vous voyez, il y a, mais pour l'instant, bon, ils réfléchissent, ils verront, parce qu'ils espèrent, mais il n'y a aucune magie de dépolluer leur terre. Bien, je ne sais pas si d'autres personnes ont d'autres questions. En tout cas, pour avoir discuté un petit peu avec les uns et les autres, vous avez répondu à leurs accords. Donc, mon implication, c'est vous. Maintenant, j'attends de recevoir votre courrier. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait la première fois, mais ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de pouvoir visualiser le plan, de pouvoir aller sur les zones et de pouvoir déjà là voir Nous l'avons déjà fait les plusieurs fois. parcelles, et quand vous revenez, c'est rencontrer l'ONM, c'est rencontrer la DAF, c'est déjà de discuter avec les partenaires pour être vraiment en phase. Voilà. Et il ne faut pas tarder. Parce que comme je vous ai dit, les premiers arrivés seront les premiers services. Tout à fait. Concernant ce projet, est-ce que ça va prendre beaucoup de temps? Dans tout projet, le facteur temps est très important et nous sert, à pouvoir réussir le projet. Mais moi, je vous dis, ce qui va faire démarrer, c'est votre demande. On fait notre demande. Alors, faisons une petite simulation. Les gens, avant la fin d'année, nous envoient leur demande. Ils nous envoient une quinzaine de demandes fermes. Voilà. Ces gens-là nous disent Avec les superficies et l'activité. Et en mars, ces gens-là nous disent écoutez, nous en mars, on démarre. Après les élections. Oui. Oui, après. Oui, Après, parce que moi, je vais devoir aller voir la population et de pouvoir redemander leur suffrage, n'est-ce pas? Donc, il y a cette phase-là. C'est pour ça que je vous dis, plus vite on commence, parce que c'est pas parce que c'est Fabienne là, tout même pour un le territoire en a besoin. Et c'est vous qui faites le territoire. Je dis souvent à la population, le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Ce n'est pas l'élu. Moi, je serai votre porte-parole. Donc, l'élu, si je serai dans la majorité ou dans l'opposition, mais je serai présente dans la commune. Pourquoi? Parce que je veux voir ma commune se développer. Donc, d'une façon ou d'une autre, c'est vous qui faites la commune. Mais ce que je voulais dire, ces gens-là démarrent à une date. Oui. Une date. Comment on va les accueillir? Alors, la procédure administrative, donc nous écrire, nous préciser. Oui. Nous, une fois que nous avons ça, peut-être avec M. Sou, si d'autres sont présents, c'est de pouvoir organiser rapidement la réunion avec l'auteur de table, de présenter le listing, pas le projet, le listing avec les thématiques, de dire voilà, on a tant pour cette filière, tant pour cette autre filière, tant pour cette autre filière. Voici leur demande et voici les autres. Et chaque partenaire dira voilà comment moi je vais accompagner. Il y a France Domaine, par exemple, en foncier, parce que la commune définit la zone, mais le foncier est à l'État. Donc, instruire les dossiers du côté de France Domaine, apporter les dossiers techniques, parce qu'il y a aussi
potentiel de ces techniques qui doivent accompagner, etc. etc. D'accord. Moi, pour parler pour moi, mon mari il a 5 hectares en bail amphithéotique, ça lui a pris 3 ans pour être propriétaire, pour avoir le bail signé. Mais nous étions déjà dedans parce que c'était une zone agricole. Donc il a commencé à investir dessus. Dès que pour la collectivité, c'était une zone agricole et que mon mari il était en règle pour pouvoir mener son activité. Et le jour qu'on a signé, nous étions déjà sur la parcelle depuis 2 ans. Oui, donc en fait, ces gens-là, ils font leur demande, s'ils viennent 6-7 mois après, ils débarquent, on les installera sur le terrain. Parce qu'on aurait fait un amont de toute étape. D'accord. Que tout le monde dit oui, parce que le PLU, comment il est réalisé le PLU? Le PLU, dedans, il y a 3 étapes importantes. Il y a donc le constat, le diagnostic, il y a la volonté politique et il y a les partenaires publics associés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la DAF, France Domaine, le leader, le PO, ils connaissent le projet. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont validé. Parce qu'avant de pouvoir valider le PLU, on organise 2 à 3 réunions avec l'ensemble des partenaires institutionnels. Donc, ils connaissent le projet. Maintenant, nous aurons un tour de table plus serré parce qu'on va traiter que de l'agriculture. Donc, on aura France Domaine, on aura la DAF, on aura l'État, on aura la région, etc. Parce qu'on va parler agriculture. C'était notre domaine, on aurait eu les affaires maritimes pour la pêche, la chambre de commerce pour le service, etc. chế không mà chế và thực hiện đúng rõ và giao thế chế là cũng rất là được này thôi kiểu trong các hiện tạo là dùng cái chế này có thể muốn cái chế là với chúng tôi sẽ chọn như này cái chế là cái chế Vous avez déjà un marché existant ici pour l'écoulement des produits agricoles. J'imagine que c'est la place qui est devant. Non, non, non. Alors, nous avons un marché qui est juste à côté du village, sur le fleuve, donc il sera en cours de travaux, où on n'a pas pu l'agrandir parce que les constructions périphériques nous l'empêchent. Donc, on veut pouvoir maintenir ce marché-là parce que pour les personnes âgées qui habitent le bourg, ils le font. Mais nous avons aussi un projet avec le plus grand marché, puisque la commune est censée évoluer. Voilà. Et puis après, c'est le Brésil, c'est de pouvoir savoir quels sont les besoins qu'il y a de l'autre côté. Parce que là, il y a aussi les marchés à prendre. Pour les cantines, pour les grandes surfaces cayennes, on voit bien. Là, on parle des produits de base. Par exemple, certaines fêtes, on a mangé et apprécié certains produits. À Saint-Georges, on n'en trouve pas. Donc à chaque fois que ça arrive ici, c'est à des prix exorbitants. Donc pour tout ce qui est des cuisines collectives, pour les grandes surfaces, il n'y a pas suffisamment d'œufs, il n'y a pas suffisamment de produits, il n'y a pas suffisamment. En tout cas, moi je sais que par expérience, ici il y a 5 ou 6 familles, d'agriculteurs qui viennent s'installer, au maximum, plus de 3 mois. Alors, il faut déjà le temps qu'ils aient nettoyé leur terrain. Ils abattent, au bout de 3 mois, ils brûlent et nettoient. Au bout de 5 mois, vous avez des fruits et légumes qui vont arriver sur le marché. Au bout de 5 mois. Et ça va arriver, on continue à partir de 5 mois. Très bien. Le partage en serait. Alors, je ne sais pas si vous avez encore du temps à me demander, moi j'ai d'autres questions qui sont... Alors, je vais peut-être accepter une dernière question parce que j'ai un rendez-vous à midi. Et c'est une question de ressources humaines, donc je ne voudrais pas... Alors, c'est une question d'ordre avec une question. En arrivant sur le village de Saint-Georges, j'ai vu sur la gauche, il y avait toute une zone... C'est la zone d'activité économique. Ah, c'est une zone d'activité économique. Voilà. Pas de l'habitation. C'est pour installer des services, non. D'accord, uniquement des services. Uniquement des services. C'est porté par la communauté de communes de l'Est de Pyrénées. Donc si on a besoin de créer une unité de transformation, ou quelque chose comme
Ça, c'est là. C'est là. D'accord, ok. Très bien. Voilà, c'est la question que je vous pose. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, madame le maire, de nous avoir reçus. Très chaleureux. C'est parfait. Attention. Souriez. Je vais en prendre une autre. Ah, la technologie moderne. J'espère que ça marche. Merci. Voilà. Vous voulez que je prenne avec celui-ci? C'est déjà en mode photo. Donc il faut appuyer. C'est déjà filmé là. Je vais en train de filmer là. Ah, c'est en train de filmer, pardon. Ah, d'accord. Monsieur Glaser. Oui. Et ce côté-là, quand on voit aussi. Bon, d'accord. Voilà. Allez, j'arrive. Venez ce côté-là, comme ça. C'est un peu mon cas. Voilà, on va vous voir aussi en France. Voilà. Ah. On est sur la porte. C'est bon? Ok. Voilà. Très bien. Bon retour, Marie. Merci à vous, madame le maire. Et à très bientôt. Donc, vous buvez le café, il y a de l'eau également. On va se servir. On va se servir un café, on va discuter un peu. Saint-Georges. En gros, clairement, c'est un besoin de la commune de faire venir des agriculteurs extérieurs, que ce soit des professionnels, et qui, eux, seront capables de produire largement pour Saint-Georges. Après, il faut savoir que les gens qui s'installent ici vont quand même avoir besoin d'aller, à mon avis, à Cayenne régulièrement pour pouvoir commercialiser. Et s'ils y arrivent, si effectivement les agriculteurs ici présents sont quand même assez puissants et puis ils arrivent effectivement à s'organiser, pourquoi pas les commercialiser au Brésil. Mais ceci étant dit, concernant le Brésil, il faut quand même se méfier. Aujourd'hui, ils ne produisent pas grand-chose, ils sont tout à fait capables de produire bien davantage dans quelques années. Il suffit qu'il y ait un plan étatique, une volonté de l'État pour qu'eux, de leur côté, produisent. C'est pas parce qu'actuellement il n'y a pas forcément beaucoup de ramboutans au Brésil qu'il n'y en aura pas dans 3 ans ou dans 5 ans. Moi j'ai été de l'autre côté à Villa Victoria, j'ai vu des ramboutans plantés. Donc il y en a déjà. Oui. Donc, mais effectivement, non, c'est encore très ponctuel. Mais pour dire que. Et puis là, concernant le Brésil, entre nous, ça c'est extrêmement politique. Pour l'instant, on a des barrières très importantes pour l'entrée de produits brésiliens en Guyane. Donc eux, ils pourraient tout à fait nous dire, vous nous interdisez de faire entrer des produits, nous vous interdisons de faire entrer vos produits. C'est logique. Donc voilà, le Brésil, ça reste quand même un pari. Voilà. Donc là, il faut compter avant tout sur la vente à Cayenne. Et également un peu à Saint-Georges ou Regina. Mais bon, le Brésil n'est pas à exclure, d'autant plus qu'on a un pont qui est déjà fait, on a une route qui va être là. De toute façon, le partenaire futur dans l'avenir, c'est le Brésil. Hein. Il ne faut pas. Mais ça dépend effectivement des accords politiques et des accords douaniers. Pour pouvoir autoriser le passage des produits dans un sens comme dans l'autre. Alors, là, on a parlé beaucoup d'une zone d'habitat. Donc, Madame le maire a dit oui, il n'y a pas de problème. Bon, ceci étant dit, le document qui fait qu'un habitat est possible, c'est le PLU. Donc, le PLU a été validé. Bon, il est validé, il n'est pas parfait. Il y a quelques zones où malheureusement il faudra certainement une révision qui n'a pas encore lieu. Toujours est-il que tous les partenaires ont unanimement validé des zones agricoles. Donc celles-ci ne changeront pas, elles sont agricoles. Donc c'est dans ces zones-là que les gens vont s'installer. Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'effectivement pour l'habitat, on peut installer, en zone agricole, seul l'agriculteur peut construire sa maison sur sa parcelle agricole. Oui. Donc s'il a une parcelle agricole, il peut construire sa maison et ses bâtiments d'exploitation. Il peut déposer un permis de construire, pas de problème. Après, une zone d'habitat regroupée,
Ça semble plus difficile. où effectivement tous les gens, 15 maisons, 30 maisons, 40 maisons, toutes regroupées à une même zone, ça, ce n'est plus une maison, ce n'est pas un chef d'exploitation qui construit sa maison sur son exploitation. Là, on est forcément dans une zone qui s'appelle une zone à urbaniser. Et là, il n'y en a pas, les zones à urbaniser sont toutes proches du bourg. Donc ça fait forcément 8 km de distance par rapport aux zones de terrain. Donc il y avait une solution, c'est-à-dire en gros, Madame le maire va toujours vous dire oui, il n'y a pas de problème. Mais ceci étant dit, concrètement, dans la pratique, on se heurte à des On comprend bien, règlements. tout à fait. Donc, même si tous les partenaires sont d'accord, nous avons une route, nous avons la RN2, la route de l'Est, puis nous avons une route, et vous avez vos maisons qui sont installées le long de cette piste, voilà, jusqu'au bout. Mais en gros, derrière, il y a une parcelle agricole. Tout à fait. Donc en gros, la personne a pu construire sa maison sur sa parcelle agricole. Bon, ça c'est ce qui se passe à Régina. Alors, donc le problème de ce système-là, c'est qu'après, lorsqu'ils ont installé l'électricité, ils ont dû se dire, bon ben là, nous avons par exemple 2 maisons assez proches, ou 3 maisons assez proches, nous allons faire un transformateur ici. Et comme ça, les gens ont l'électricité proche du transformateur. Et puis là, nous en avons un autre groupe, nous avons un autre transformateur. Donc, mais si les maisons sont trop distantes, la maison qui se trouve intermédiaire ne pourra pas avoir l'électricité. Voilà. Donc, votre prénom c'est comment? Alexis. Alexis, je pense qu'on peut contourner ce problème de maisons dans chaque parcelle. En fait, vous permettez que je prenne une de vos feuilles? Là, je vais prendre le dos dessus. Non. Dans la configuration d'orthophonie, si on reste sur des parcelles de par exemple 5-6 hectares minimum. Voilà. Mais si on est dans l'optique où par exemple, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la zone de vie pas très loin des zones d'exploitation. Voilà. Alors, je vais faire un plan un peu plus petit. Imaginons que cette zone de vie, on va la mettre par ici, et puis tout le reste, là, c'est des zones d'exploitation. Si on fait des petits terrains de 1 hectare chacun autour de la route, ça fait des maisons... très proches. Ça fait des maisons très proches. Voilà. On a monsieur à 1 hectare ici, et puis là, derrière, il a 25 hectares, à 2 km. Ça pourrait tout à fait, on pourrait contrôler le problème. C'est-à-dire en fait on fait une demande en disant voilà, je veux 26 hectares de terrain, voilà, 1 hectare dont ici. 1 hectare ici et 25 là-bas. Bon, c'est un petit peu plus compliqué au niveau du bornage, mais c'est quelque chose qui est faisable. faisable. Et là, on a chacun et là une maison effectivement, dans chaque oui, parcelle. ça peut être ça. Et effectivement, là, on pourrait mettre simplement 1 hectare ici, 1 hectare ici, avec des accès, et puis voilà. C'est vrai que ça c'est une possibilité. Ça, en fait, c'est pas moi. Ça elle parlait d'un tour de table. Elle en a parlé plusieurs fois. Bah, disons que c'est pour contourner le problème de créer. En fait, il faut faire des scénarios et puis à la chambre d'agriculture, la DAF, leur dire voilà, il y a ça comme possibilité, il y a ça comme possibilité, ou il y a ça comme possibilité. Alors ça c'est, j'ai déjà fait le schéma plusieurs fois. C'est en gros, on a un plateau agricole qui ressemble à ça. On peut tout à fait envisager de faire donc là la route, voilà la piste agricole, et là nous avons 16 parcelles. Tout à fait. Donc on en a 4 qui sont regroupées avec une zone d'habitation ici, 4 maisons. À peu près 800 mètres plus loin, nous avons 4 autres maisons regroupées, et leurs 4 parcelles sont derrière. Et puis nous avons ensuite 6 maisons regroupées, et les 6 parcelles sont derrière. Donc ça fait finalement 3 zones d'habitat. Bon, c'est quelque chose qui permet de contourner la réglementation. Là, on a bien l'exploitant qui a sa parcelle ici et sa maison sur sa parcelle. Mais donc, on a 4 maisons ensemble. Donc là, on a un transformateur, 2 transformateurs et 3 transformateurs. Bon, ça, c'est... voilà, donc on peut demander ça. On peut demander éventuellement ça. Ou on peut finalement faire un habitat dispersé. Donc, bon, après... Monsieur Chaud, là, il a posé la question de la rapidité.
Il a dit bon, tout ça c'est très bien, mais quand? Et donc Madame le maire, elle a répondu d'une manière détournée en disant vous voyez, moi mon mari, il a mis 3 ans pour obtenir son dossier. Elle a dit oui, on a des 6000 hectares de terrain agricole, c'est vrai. Mais là, par exemple, la zone dont on parle, pour l'instant, les forestiers sont installés dessus. Oui. Et ils n'ont pas fini leur travail. Et les forestiers, ils sont chacun des contrats de 1 an avec l'ONF. Donc on ne peut pas les mettre dehors parce que les agriculteurs arrivent. Donc ça, effectivement, il y a obligation d'avoir un gros tour de table, notamment avec l'ONF, pour se mettre d'accord avec eux à partir de quand les terrains agricoles sont accessibles. Donc ce que l'on peut essayer de faire, c'est de faire un peu un forcing, c'est-à-dire sans attendre l'avis favorable de la CAF, déjà quelques-uns pour s'installer. Mais quelque part, les fonctionnaires ne diront jamais oui, oui, c'est bon. Mais quelque part, il faut quand même le faire. Donc, ce système est compliqué. Oui. C'est pas facile. C'est-à-dire, s'il y a 4 personnes qui s'installent, déjà, parce que dans un premier temps, en fait, les forestiers ne vont pas travailler très rapidement. Donc, là, ils ont travaillé, bon, il y a déjà 4 ou 6 personnes qui peuvent s'installer. Ensuite, on va leur laisser cette saison sèche-là, il y en aura encore 4 ou 5 qui pourront s'installer, ou 6. Après, s'ils savent que vraiment il y a beaucoup d'agriculteurs qui vont s'installer, ils vont mobiliser plus de moyens. Donc peut-être que ce sera des agriculteurs qui pourront s'installer l'année suivante. Et disons que dans un premier temps, je pense qu'il n'y aura que 5 à 6 personnes qui pourront s'installer, vu les superficies demandées. Si maintenant les gens demandent moins, c'est-à-dire ils demandent que 30 hectares, il y aura peut-être 7 ou 8 qui pourront s'installer. Mais si chacun demande 50 hectares, 100 hectares, etc., là, il n'y en aura que 3 qui pourront s'installer. Bon, je pense que là, par rapport à ce point-là, je pense qu'il va falloir qu'on discute entre nous. Mais les gens peuvent de toute façon étendre leur exploitation à l'avenir. Donc, voilà. commencer à demander déjà des terrains plus... Alors après, Madame le maire, ce qu'elle a dit, moi j'étais un peu en retrait, parce que Madame le maire, bon, elle est un peu comme ça, mais moi elle m'a demandé de m'occuper du foncier amérindien, de la bragerie, et elle a dit maintenant le foncier ça va être la CCEG. Donc en même temps je ne sais pas si je serai votre interlocuteur. Mais voilà. Donc pour dire que... Mais il est clair que maintenant qu'on sait, là où elle a tout à fait raison, c'est que rien ne démarre sans les demandes des gens. Et une demande, l'administration considère que la demande est complète lorsqu'il y a la note technico-économique. Donc c'est vrai que là, dans un premier temps, moi je voulais que chacun fasse une synthèse. Donc là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai déjà 6 demandes. Est-ce que vous avez d'autres documents comme ça vierges? Oui, j'en ai, je vais les photos. Donc c'est vrai qu'à partir du moment où on a 15 demandes déjà comme ça, moi on peut tout à fait accompagner par 1 ou 2 personnes représentants des agriculteurs, aller ensemble à voir la DAF, aller ensemble voir la Chambre d'agriculture ou faire une petite réunion entre nous, déjà pour les sensibiliser enfin avoir des réponses aussi par rapport à l'ONF. Enfin, en tout cas, il faut d'ores et déjà qu'on fasse des réunions avec les partenaires. Et vous, en parallèle, il faut que vous maintenant faire les notes technico-économiques. Le problème des notes technico-économiques, c'est si par exemple vous demandez aux consultants de faire une note sur 60 hectares ou 80 hectares, et qu'après, une fois qu'on a cartographié le terrain, on s'aperçoit que ça fait 37 hectares, par exemple, par personne, ou 30 ou 40, il va falloir refaire la note technico-économique. C'est un peu embêtant. Donc, c'est pour ça, là, ce qui est intéressant dans ces synthèses-là, c'est qu'on voit que certains demandent 40 hectares, d'autres 60, d'autres 100 hectares ou 50 hectares, entre 50 et 100 hectares, une autre 100 hectares, une autre personne 50 hectares. Est-ce que vous seriez prêt dans un premier temps à avoir tout? Là, la parcelle minimale, c'est 40 hectares. Vous seriez prêt à avoir tous 40 hectares dans un premier temps, même ceux qui veulent faire de l'élevage bovin? Enfin, on essaye de sortir ceux qui veulent faire de l'élevage bovin, et eux, on essaie de leur attribuer par exemple 60 hectares, et pour les autres, on fait des parcelles de 40 hectares. Je pense que oui. De toute façon, il faut bien qu'on commence. Si on ne fait pas des concessions d'un côté comme de l'autre, on ne va pas commencer. Il faut absolument qu'on avance. Et pour ça, je pense qu'il y a besoin d'un côté comme de l'autre de faire des concessions. Et s'il faut qu'on parte tous avec un terrain, j'allais dire,
maximalisé à 40 C'est plus simple déjà de tracer des parcelles Ah. et attribuer que chacun choisit son petit bout et à la fin tracer une seule fois. C'est Ah plus ouais. simple de faire déjà les carrés de 40 hectares et chacun prend un ou deux, ou je sais pas. De toute façon, tout comme on l'a dit tout à l'heure, il y a au moins 6000 hectares de terrain qui sont possibles. Donc la personne qui aura effectivement exploité ces 40 hectares, si elle en demande 100 autres, ben, on pourra tout à fait étudier son dossier. Et puis en pratique, comment fonctionne la DAF? C'est que pour quelqu'un qui veut faire que de l'élevage bovin, par exemple, sauf si c'est un dossier de régularisation, mais si c'est un dossier d'installation, la personne aura 90 hectares maximum. Ouais. Parce qu'il considère qu'en 5 ans, on ne peut pas réaliser, pour faire une mise en valeur correcte du territoire, il faut bien 5 années pour mettre en valeur 90 hectares. Voilà. Donc ça ne sert à rien, même si la personne demande 150 hectares, on ne lui attribuera que 90 hectares. Et pareil pour quelqu'un qui veut faire du maraîchage, Oui, 40 hectares, c'est ils ne déjà vont peut-être pas lui donner 40 hectares, ils vont Ouais, considérer c'est que 15 hectares suffit amplement. Donc voilà. Mais il faut que la personne puisse faire une sanction plus tard. Parce que si les terrains demandés, il y a des voisins tout autour, il ne peut plus agrandir son exploitation. Il faut qu'il va demander un autre terrain à 100 mètres ou 200 mètres plus loin. C'est pas Alors, facile pour c'est travailler. pour ça que moi, là, Madame le maire, quand elle a commencé à parler, au tout début de son intervention, elle a dit, elle a rappelé le plan vert, et elle a rappelé aussi les zones autour de la piste Maripa. Et c'est vrai qu'il y a des terrains derrière la piste Maripa. Il y a également des zones, des parcelles quasiment abandonnées le long de la piste Maripa. Bon, franchement, dans sa tête, elle préfère que les gens aillent s'installer piste Maripa. Pourquoi? Parce qu'elle y est déjà. Elle est là-bas. Et elle sait qu'en gros, s'il y a des gens qui s'installent, ils pourront obtenir l'électricité plus facilement. Bon, le souci de la piste Maripa, c'est ce qu'on avait vu, c'est que déjà, toute la bordure de la piste Maripa est occupée. Bon, la piste, elle n'est pas dans un super état. Et c'est quand même très vallonné. Et puis, ce sera difficile d'avoir des surfaces comme celle-ci. Ce seront des surfaces plus petites. L'avantage de la nouvelle zone, c'est qu'il n'y a rien. Donc on pourra faire des surfaces plus grandes. Alors, donc, Alors moi je réponds tout de suite à ce que vous venez de dire, Alexis, pour en avoir discuté avec les uns et les autres, c'est que les personnes qui vont quitter la métropole pour venir s'installer là, ici, bon, ce sont tous des professionnels de l'agriculture et ils ne vont pas finir si c'est... Effectivement, voilà, pour 10 hectares, dans lesquels ils vont planter 3 arbres et puis 4 choux, ça ne va pas les intéresser. Saint-Georges, on a Ouliapop qui se trouve par ici. Oui. Et donc, Et on a donc la route qui part à Cayenne. Ici. D'accord. Et puis là, le pont de la Gabarrée avec la Gabarrée. Donc, en gros, la piste Maripa qui fait une vingtaine de kilomètres et qui part là-bas. Voici effectivement où sont les parcelles un peu abandonnées de la piste Maripa. La piste Maripa fait 20 km, mais la zone agricole s'arrête autour du 8e kilomètre. D'accord. Après, c'est forestier. Donc, effectivement, Madame le maire a raison. On a ici environ 200-250 hectares par ici, plus les zones agricoles derrière. D'accord. Mais vous voyez le relief. Ouais, c'est extrêmement vallonné. C'est quand même assez vallonné, c'est loin. C'est-à-dire là, il faut faire tout ça. Bon. C'est clair que Madame le maire aurait aimé que ce soit par là, parce que là, ici, comme ça, il y a une pression pour obtenir l'électricité. Bon. Surtout que là, ce serait relativement facile d'obtenir l'électricité. Oui, c'est tout Pourquoi? proche du bourg aussi. La carte. C'est qu'ici, c'est vrai que ce sera intéressant parce que l'électricité serait facilement obtenue, on pourrait facilement l'obtenir parce qu'on a une turbine qui se trouve là-bas à 20 km et on a la centrale qui est ici. Et entre la turbine et la centrale, il y a les câbles électriques qui sont enterrés. Ah, d'accord. Donc il y a déjà qui passent sur la piste. Qui passent sur la piste. Ah, d'accord. Voilà. Mais Donc là, c'est vrai qu'à moyen terme, c'est à mon avis facile d'obtenir l'électricité. Par contre, là, pour obtenir l'électricité, ce sera à long terme. Tout à fait. Et il faudra une centrale suffisamment puissante pour pouvoir amener l'électricité jusque-là. Bon, là, par contre, c'est vrai qu'il y a des avantages à installer les gens par ici. C'est qu'ici, on a un village qui s'appelle Tampac, qui
qui était à une époque où il y avait beaucoup d'habitations, parce que c'était un village Saramaka. Madame le maire est originaire de cette zone. Mais maintenant, il n'y a qu'une quinzaine d'habitants. C'est totalement à l'abandon. Enfin, ça vivote. Ça vivote. Donc, l'intérêt de cette zone agricole, c'est de, à terme, construire une piste qui désenclave le village, Et de refaire vivre ce village. qui le redynamise un peu. Et la proximité de ce village-là, plus la zone agricole, fait que on pourrait envisager une extension du réseau électrique. Mais il faut savoir que le réseau électrique, il est beaucoup plus facilement accessible ici. Ici, d'accord. Mais là, vous avez des terrains de moins bonne qualité qui sont plus vallonnés. Alors que là, c'est un peu meilleur. Bien sûr. C'est un peu meilleur et c'est vierge de toute occupation, donc c'est facile à faire des parcelles géométriques assez grandes. Donc voilà. C'est que là, si par exemple on envisageait de vous installer là, vous devriez faire quand même toute la piste Maripa sur à peu près 7 km jusque là. Et c'est jusqu'ici à peu près. Et c'est ici qu'on peut accéder sur les plateaux qui sont derrière. En fait, Alexis, pourquoi pas mettre des gens qui feraient de l'exploitation animale dans ces zones-là, parce que là c'est très vallonné. Voilà, l'animal, c'est extrêmement vallonné. C'est quand même assez vallonné, ça monte 70. Mais le problème revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Les gens, ils ont besoin de sécurité. Ouais. Si tu vas placer un ou deux comme ça, il va être tout seul. Voilà, il ils va vont pas être tout vouloir seul. y aller. C'est pour ça qu'on se souhaite se regrouper ici. Peut-être que les premières zones seront destinées pour l'agriculture, pour autre chose, et plus loin, vers le bas, pour l'élevage. Voilà. Là, par rapport à la cartographie, donc quand on franchit la Gabarret, donc à gauche on a l'éleveur qui est là. Donc, en fait, il est déjà plus ou moins là, il occupe à peu près 350 hectares. Et lui, il veut manger tout ça, il veut aller jusque-là. Il veut occuper 500 à 600 hectares. Il faut lui barrer la route. Hein. Bon, mais voilà, la rivière va lui barrer la route, enfin, j'espère. Voilà. Et puis là, de l'autre côté, on a des Amérindiens qui sont quand même très organisés et assez actifs. Et eux, pareil, ils ont mangé la 35-40 hectares et ils sont bientôt proches des 60 hectares. Et bientôt, ils voudront 200 hectares. Comme ça. Donc, entre les deux, là maintenant, il reste cette zone ici, à peu près 180 hectares ici. 186. Voilà. Mais bon, ceci étant dit, il y a des forestiers qui sont installés là et qui veulent développer des activités. Ils veulent s'installer, les forestiers, certains forestiers. Bon, ils ne prendront pas beaucoup d'espace. Ils pouvaient le travailler. Mais donc, effectivement, là, les agriculteurs. Et là, de ce côté-ci, là, il y a de quoi faire. Hein. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et là, au-delà, il y a la zone naturelle. On ne peut pas donc franchir. Donc là, l'idée, c'est d'installer les gens le long de cette piste et sur ce plateau. Et puis ensuite, dans cette direction et dans cette direction. Et après, si les gens veulent des extensions, ils s'étendent derrière leur parcelle, le long de la piste. Voilà. Alors, il reste... Le parcelle pour nous,